Je me suis réveillé en haletant, le souffle coupé, avec le son de sa voix résonnant encore dans mes oreilles, « Viens à l'aéroport. J'arrive par le vol du matin. » Ce n'était pas un simple rêve. C'était comme une réminiscence, comme si Daniel avait vraiment été là, tout près de moi, sa voix pressée contre les murs de ma chambre, aussi réelle que l'air que je respirais. Mes mains tremblaient tandis que je serrais les draps autour de moi, la peau moite de sueur. Pendant un instant, je fus incapable de bouger. L'horloge indiquait 4h42 et la pluie tombait doucement contre la fenêtre. Cette même bruine de fin septembre, juste autour de l'anniversaire. 5 ans. 5 ans et 3 jours depuis que son avion s'était abîmé au large du Cap Cod. On n'avait jamais retrouvé son corps. Seulement de la carcasse tordue et des souvenirs éparpillés dans la mer. J'avais gardé ce vide comme une mauvaise plaisanterie de l'océan. On imagine que le temps apaise, que le chagrin finit par devenir quelque chose qu'on range dans un tiroir pour ne le ressortir qu'aux fêtes. Mais certains matins, comme celui-ci, il se levait comme une marée, envahissant tout. Assise au bord du lit, les coudes sur les genoux, j'essayais de respirer. La pièce n'avait pas changé, mais quelque chose en moi, oui. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années. Et maintenant, il exigeait que je vienne à l'aéroport. Comme si aucun temps ne s'était écoulé. Je me levai et allai jusqu'à la fenêtre, le front contre la vitre. En bas, les lampadaires dessinaient des flaques de lumière jaune sur l'asphalte détrempé. Gloucester dormait encore, ses bateaux de pêche au repos dans le port, ses rues étouffées par la pluie du matin. Je murmurai à voix basse, vol du matin en provenance d'Istanbul. La précision me fit frissonner. Les rêves ne sont pas censés être aussi nets. Ils doivent se dissoudre à l'aube, s'évaporer comme du brouillard. Mais je me souvenais de tout, son ton, son urgence, cette façon qu'il avait de parler quand il se dépêchait en quittant la maison, Pinsdale encore coincé sous le col de son uniforme, promettant de revenir pour le week-end. La voix de Daniel Whitmore ne laissait jamais place à la discussion. Je me dirigeai vers la commode et ouvris le tiroir du haut. Mes doigts touchèrent un vieux cliché glissé sous une pile d'écharpes. Je le sortis. Nous étions là, debout sur le tarmac de l'aéroport Logan, son bras autour de mes épaules, ses ailes de pilote brillant sous le soleil. C'était son premier vol en tant que commandant de bord. J'étais si fier, si persuadé que le ciel ne pourrait jamais me l'enlever. Je pris mon téléphone et, avant de pouvoir renoncer, composer le numéro d'information des vols. Boston Logan Airport, bonjour, que puis-je faire pour vous, dit une femme d'une voix ensommeillée mais polie. Oui, je voudrais vérifier un vol arrivant ce matin d'Istanbul. Un silence, puis, vol 347, arrivée prévue à 9h20. Je ne répondis pas. Je fixais simplement la photo, mes boucles d'oreilles froides contre ma peau. Une coïncidence? Peut-être, mais le genre de coïncidence qui vous glace entièrement. 4 heures. C'est tout le temps qu'il me restait avant l'atterrissage. 4 heures pour décider si j'étais sur le point de faire quelque chose de totalement irrationnel, ou si, peut-être, les morts ne restent pas toujours morts. Daniel disait toujours que j'avais une sorte de connexion étrange aux choses, que je sentais quand quelque chose clochait. Il appelait ça mon intuition de chat, à l'époque où il me souriait encore comme si je tenais le monde dans mes mains. Mais je n'avais plus souri depuis longtemps. Et si c'était de la folie, c'était une folie que je devais suivre jusqu'au bout. J'ouvris le placard et attrapai le trench coat gris que je n'avais pas porté depuis le jour où je l'avais vu partir au terminal. Le tissu portait encore une faible trace de mon ancien parfum, vif et fleuri, comme quelqu'un que j'avais été autrefois. Je l'enfilai par-dessus mes vêtements de nuit, serrai la ceinture autour de ma taille et pris mon sac. Pas de maquillage, pas de coiffure, aucune bonne raison, juste une question impossible à ignorer, et si? Le trajet jusqu'à Logan fut un brouillard d'asphalte gris, d'essuie-glace et de silence. Je n'allumai pas la radio. Je ne voulais ni musique ni voix ni distraction. Je voulais que la tempête dehors corresponde à celle en moi, et c'était le cas. Chaque rafale de vent ressemblait à un avertissement, chaque flash de feu rouge à un doute. Pourtant, je continuais de conduire. La circulation était légère, uniquement quelques camions et taxis errants. Quand la silhouette de la ville se dessina enfin, je réalisai que je ne m'étais même pas brossé les dents. J'allais entrer dans un aéroport international en ressemblant à un fantôme, ce qui, en un sens, convenait. Je n'étais pas là pour les vivants. Je poursuivais les morts. En entrant dans le hall des arrivées, la pluie s'était transformée en fine brume accrochée à mes cheveux, à mon manteau, à mes cils.
Logan bourdonnait de voyageurs matinaux, touristes traînant des enfants endormis, étudiants revenant de l'étranger, hommes d'affaires collés à leurs écrans. C'était un flot de retrouvailles et d'attentes, et moi, au milieu, immobile, retenant mon souffle. Je trouvais l'écran des arrivées. Mon cœur bondit, vol 347 d'Istanbul. À l'heure. Il me restait 30 minutes. Je m'assis sur un banc en face de la sortie des douanes. Mon regard remontait toutes les quelques secondes. Je regardais les gens qui attendaient avec des pancartes, des ballons, des fleurs. Un couple âgé se tenait la main, leur visage s'illuminant lorsque leurs petits enfants surgirent en courant. Une jeune femme ajusta son rouge à lèvres 3 fois, fixant son reflet dans son téléphone. Un homme s'appuyait sur une canne, serrant une rose unique dans une main tremblante. Et moi? J'attendais un homme que le monde disait mort. Le temps ralentit, 10 minutes. 7-3. Puis l'annonce, le vol 347 est arrivé. Les passagers sortiront bientôt. Je me levai. Mes mains étaient glacées. Les premiers à apparaître furent les hôtesses et stewards. Uniformes impeccables, sourires fatigués. Puis déboula la vague de passagers, familles assorties, voyageurs solitaires, couples encore ensommeillés. Je scrutais chaque visage, chaque silhouette, chaque mouvement. Et puis je le vis. D'abord simplement sa démarche, calme, légèrement inclinée vers l'avant, comme quelqu'un habitué aux turbulences. Puis la forme de sa mâchoire, son profil, la ligne de son sourcil. Daniel. Il avait l'air plus âgé, un peu plus maigre. Une cicatrice traversait sa lisière de cheveux sur la gauche, quelque chose de nouveau. Mais c'était lui. Mon mari. L'homme que j'avais pleuré pendant 5 ans. Et il n'était pas seul. Une femme marchait à ses côtés. Blonde, grande, belle d'une beauté lisse de magazine. Elle riait à quelque chose qu'il disait, la tête renversée, insouciante. Elle tenait un bouquet de roses. Sa main à lui reposait dans le bas de son dos. Ils avançaient comme un couple. 2 personnes profondément, ouvertement amoureuses. Je ne pouvais plus respirer. Tout autour de moi se transforma en un souffle lointain, étouffé et lent. Puis Daniel tourna la tête et nos regards se croisèrent. En une seconde, son sourire s'effaça. Le choc. Puis quelque chose de plus dur, la colère. Il avança d'un pas rapide. « Que est-ce que tu fais ici ?» lança-t-il. Les gens se retournèrent. C'était la première chose qu'il m'adressait en 5 ans. Pas « tu m'as manqué ». Pas « je suis vivant ». Même pas mon prénom. Juste de la rage. Lorraine, j'apprendrai son nom plus tard, nous regardait l'un après l'autre, perdus, ses fleurs encore à la main. Je restais muette. Ma voix semblait enfouie quelque part en moi, sous l'incrédulité. Daniel tendit la main vers mon bras puis se ravisa. Viens avec moi. Maintenant. On ne fait pas ça ici. Et ainsi, l'homme que j'avais enterré dans mon cœur me tourna le dos, s'éloignant dans le couloir en me tirant derrière lui comme si c'était moi qui lui devais des explications. Nous terminâmes dans un café du terminal des arrivées, un de ces endroits qui sentent plus le désinfectant que le café. Presque vide, quelques voyageurs éreintés devant des lattes brûlées, une serveuse qui essuyait des menus. Daniel choisit la banquette la plus reculée, comme si même la lumière du jour pouvait révéler quelque chose. Lorraine s'assit près de lui. Je me glissai en face, le manteau humide, les cheveux collés à mes joues. Mon corps était là, mais mon esprit flottait entre souvenirs et folie. Daniel ne me regardait pas. Pas vraiment. La serveuse arriva, l'air blasé. « Café ?» demanda-t-elle. Daniel hocha la tête. 3. Le silence qui suivit fut lourd, insupportable. C'est Lorraine qui le brisa. Elle se tourna vers moi avec un sourire hésitant. « Je suis Lorraine » dit-elle doucement. « Vous êtes Sarah, c'est ça ?» J'acquiesçai. Impossible de parler. Daniel fixait la table comme si elle détenait toutes les réponses. Puis enfin, il leva les yeux. « Je suppose que je te dois une explication. » Une certaine explication, oui. Il ne semblait pas désolé, juste agacé. J'attendis. « Je ne suis pas mort » dit-il simplement. « Manifestement » murmurai-je. Il soupira, comme si tout cela l'ennuyait profondément. « Mon avion s'est écrasé, tu le sais. Mais j'ai survécu. J'ai été éjecté pendant l'impact, inconscient.
Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard sur le rivage. Des pêcheurs m'ont trouvé et emmené dans une petite clinique près d'Izmir. Lorraine battit des yeux. Tu m'avais dit que tu avais eu un accident de voiture. Daniel eut à peine un sursaut. J'ai eu un traumatisme crânien. Je ne savais plus qui j'étais pendant un moment, dit-il. Quand la mémoire m'est revenue, j'étais déjà enregistré sous un autre nom, Maxwell Curtis. Les autorités turques pensaient que j'étais un autre passager dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Et tu t'es contenté d'accepter ça, demandai-je. Ma voix se brisa, sèche et étrangère à mes propres oreilles. Il haussa les épaules. Ça semblait plus simple, plus propre. Pas de questions. Pas d'explications compliquées. Pas de femme, ajoutai-je. Pas de vie à la maison. Pas d'enterrement à assister. Juste disparaître. Repartir à zéro. J'ai cru que c'était un signe, lâcha-t-il, brusque. Une seconde chance. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est de se réveiller sans nom, seul. Le monde me croyait mort, alors je l'ai laissé faire. Lorraine se tourna vers lui, la confusion envahissant son visage. Tu m'avais dit qu'elle était morte dans un accident de voiture. Daniel ne répondit pas, Daniel, insista-t-elle. J'avais besoin d'espace, dit-il d'un geste vague. Que chacun puisse tourner la page. Je le fixai. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. Celui-là me tenait la main pendant les tempêtes. Il avait pleuré le jour où nous avions appris que nous ne pourrions pas avoir d'enfants. Il murmurait des promesses contre ma peau, jurant que nous vieillirions au bord de la mer. Cet homme-ci, lui, avait dit à sa nouvelle femme que j'étais morte pour éviter de remplir des formulaires. Lorraine paraissait bouleversée, blessée. Donc, nous ne sommes pas légalement mariés? Daniel hésita, puis prononça le mot comme s'il lui brûlait la bouche. Le silence de Noah tomba d'un coup, lourd comme de l'électricité statique. Je finis par parler. Pourquoi es-tu là, Daniel? Pourquoi maintenant? Il frotta ses mains avant de les poser à plat sur la table. Pour régler les choses, dit-il. Légalement, je veux un divorce. Je ris. Pour de vrai. Un son que je n'avais pas fait depuis des mois. Nous sommes toujours mariés, dis-je. Tu n'as jamais déposé quoi que ce soit. Tu pensais que j'étais morte. Et pour toi, faire semblant d'être mort était plus pratique qu'un simple coup de fil. Sa mâchoire se contracta. Je veux arranger ça, dit-il. Non, tu veux quelque chose, répondis-je d'une voix basse. Ce n'est pas pareil. Il s'adossa. La moitié des biens. Ce qu'on a construit ensemble. J'y ai droit. Tu m'as abandonné, murmurai-je. Tu m'as laissé pleurer sur une tombe vide. Lorraine posa une main sur son bras, qu'il ne bougea pas. Elle me regarda, les yeux grands et brillants de stupeur. Je ne savais pas. Je te jure qu'il m'a dit que tu étais morte. Il m'a même montré un article de journal et une nécrologie. J'acquiesçai lentement. C'est moi qui ai écrit cette nécrologie. Personne ne parla. Derrière nous, une machine à café siffla. Mon cœur cognait lentement, douloureusement, comme s'il n'avait plus nulle part où aller. Daniel finit par rompre le silence. Je veux juste avancer. Proprement. Équitablement. Il n'y avait rien d'équitable dans tout cela. Je ne me souviens plus du trajet du retour. D'une manière ou d'une autre, je me retrouvais garé devant mon petit cottage gris près du port, les mains crispées sur le volant, le moteur cliquetant dans le froid. Le ciel avait pris une teinte bleu violacée, ce crépuscule d'hiver qui rend tout semblable à une carte postale effacée. À l'intérieur, la cheminée conservait encore quelques braises du matin. Milo miaula une fois avant de se recoucher sur le tapis. Je m'assis sur le canapé, toujours en manteau, les bottes encore humides du sol de l'aéroport, essayant de respirer. Daniel Whitmore était vivant. Il s'était assis en face de moi avec cette même inclinaison de la lèvre qui trahissait un mensonge. Les mêmes doigts tapotant la table. Le même homme qui fredonnait en se rasant, désormais prêt à réclamer la moitié de tout, comme si nous nous disputions des restes de repas. Je ne pleurais pas. Pas tout de suite. Je restais là, vidé du dedans. Plus tard dans la nuit, je sortis la boîte. Elle était dans le grenier depuis des années, scellée, étiquetée à son nom. Je l'ouvris lentement, comme si elle pouvait encore saigner. À l'intérieur, photos de mariage,
certificat d'école de pilotage, carte postale d'Italie et du Cap Cod. Tous les échos d'une vie qui aurait dû être la nôtre. Je pris notre photo de mariage et regardai la femme que j'avais été. Le regard plein d'espoir, l'épaule tournée vers l'homme à ses côtés. Cette femme avait enterré un mari. Elle ne méritait pas qu'un fantôme ressurgisse pour réclamer sa part. Mon téléphone vibra. Un message. J'ai pris rendez-vous avec un avocat. Mardi, 11 h. Tu devras signer des papiers. Daniel. Aucun s'il te plaît. Aucun regret. Juste de la logistique froide. Je ne répondis pas. À la place, je sortis mon vieux dossier de documents légaux, actes de propriété, relevés d'épargne, assurance, tout ce que j'avais tenu méticuleusement depuis sa mort. Après l'accident, les biens de Daniel avaient été déclarés irrécupérables faute de corps retrouvés, mais la maison était restée à nos deux noms. J'avais payé l'hypothèque seul, brique après brique. Je regardai les chiffres, puis ouvris mon application bancaire. C'est là que la panique monta. Mon compte principal allait bien, mais le second, celui où j'avais économisé discrètement des années grâce à la vente de la vieille maison de plage de mon père, était vide. Disparu. 182 400 $ envolés. Je clignai des yeux. Aucune activité récente, aucune transaction enregistrée, mais le compte était encore lié au nom conjoint que nous avions utilisé pour la vente de la maison. Jamais fermé, juste oublié. Je n'y avais pas touché depuis des années. Je le réservais pour la retraite, pour des couchers de soleil tranquilles, un jour. Quelqu'un y avait touché. Et je savais qui. Daniel avait dû utiliser une fausse pièce d'identité ou convaincre la banque de sa résurrection. Peut-être que Lorraine n'en savait rien. Ou peut-être que si. Mes mains tremblaient. Il n'était pas revenu pour un divorce. Il avait déjà pris ce qu'il voulait. Ce n'était pas une affaire de deuil. C'était un vol. Je me renversai contre le dossier du canapé, fixant le plafond comme s'il allait s'effondrer. Puis je me levai, calmement, méthodiquement. Je sortis de ma bibliothèque un classeur noir réservé aux urgences. À l'intérieur, la carte de visite de la seule personne à qui je faisais confiance pour ce genre de situation, Eleanor Pratt, avocate. Elle avait géré mon testament quand Daniel avait été déclaré mort, m'avait aidé à transférer le titre de sa voiture. Elle connaissait les papiers. Elle me connaissait. Et maintenant elle allait tout savoir. Je composai son numéro. Elle répondit au deuxième appel. Sarah. Sa voix était chaude. Familière. J'ai besoin de te voir, dis-je. Un silence. Je m'en doutais. Daniel est passé ici il y a 2 heures avec une proposition. Mon estomac se noie. Alors tu sais déjà. J'en sais assez, dit Eleanor. Viens demain matin, tôt. Je raccrochai. Et enfin, je pleurais. Non pas parce qu'il était vivant, mais parce que tout ce que j'avais reconstruit était déjà en train de s'effondrer. Le lendemain, Gloucester était enveloppé d'un brouillard épais. Je roulais vers le cabinet d'Eleanor phares allumés, à peine 10 pieds de visibilité. Comme si même la ville refusait de révéler ce qui m'attendait. Son bureau occupait une vieille maison coloniale aux volets blancs et à la poignée de porte en laiton qui grinçait toujours. Elle m'accueillit elle-même, vêtue d'un col roulé marine et de ses lunettes rectangulaires qu'elle remontait toujours quand elle était agacée. Ce matin-là, elles étaient aminées. Pas de bavardage, juste un « entre ». Nous nous assîmes dans son bureau qui sentait encore le cèdre et l'encre. Elle posa un épais dossier manié entre nous. Daniel est passé hier, dit-elle en croisant les doigts. Il prétendait avoir été placé dans un programme de protection des témoins. Que le gouvernement avait simulé sa mort pour assurer sa sécurité. Maintenant qu'il est revenu, il veut récupérer son identité légale, finaliser le divorce et partager les biens. Je clignai lentement. Il ment, dis-je. Eleanor hocha la tête. Évidemment. Mais un mensonge appuyé sur un semblant de vérité peut devenir compliqué. Je pris une inspiration. Il a volé l'argent du compte joint lié à la vente de la maison de plage. Plus de 180 000 $. Il y a eu accès avant de réapparaître. Je ne savais même pas que le compte était encore actif. Eleanor ne broncha pas. Elle attrapa simplement un bloc-notes. Tu as des documents? Oui. J'ai tout apporté. Je lui tendis une clé USB et un tableau imprimé que j'avais préparé dans la nuit.
Et ça. Je sortis de mon sac la seule vraie lettre que Daniel m'avait envoyée durant notre mariage, datée de 5 ans avant sa mort. Sa signature était unique, un dé élaboré avec un trait diagonal qui se courbait comme une vague. Je la posai à côté du document notarié de la vente de la maison, celui qu'il avait dû signer en tant que Daniel Whitmore. Eleanor observa les deux signatures. Après un moment, elle dit, « Ce n'est pas la même signature. » « Non, répondis-je. Il l'a imité, ou quelqu'un l'a fait pour lui. Dans tous les cas, il a usurpé l'identité d'un mort. Lui-même. » L'ironie me donna envie de rire, mais je ne ris pas. Je restai là tandis que l'esprit juridique d'Eleanor se mettait en marche. « Ça nous donne un levier, dit-elle. S'il a accédé au fonds avec une signature falsifiée, c'est de l'usurpation d'identité financière. Selon l'État, ça peut être un délit grave. Surtout si on prouve qu'il n'a jamais été dans un programme de protection. Il n'y était pas, murmurai-je. Aucun agent, aucun document officiel, rien. Il a juste réapparu. Eleanor s'adossa. Alors nous traitons cela pour ce que c'est, fraude, usurpation d'identité et abus financiers. Elle marqua une pause. Mais Sarah, il faut aussi nous préparer au tribunal de l'opinion publique. Que est-ce que tu veux dire? S'il réapparaît avec une nouvelle femme, tu peux être sûr qu'il essaiera de raconter qu'il était tenu au secret pour des raisons de sécurité nationale, qu'il regrette de t'avoir quitté mais qu'il n'avait pas le choix, qu'il est revenu pour réparer les choses. On l'a déjà vu. Les gens croient plus facilement les histoires que les faits. J'ai dégluti. Alors nous avons besoin d'une histoire aussi, et je dis. Eleanor esquissa un sourire. Pas une histoire, la vérité, mais présentée correctement. Elle me tendit une pile de documents. Nous allons déposer une injonction sur les biens contestés, geler ce compte et demander un audit financier. En attendant, je veux que tu rédiges une déclaration. Tout, depuis le jour où il est mort jusqu'au jour où il est revenu. Je fixai la feuille. Je l'ai déjà fait, murmurai-je. Eleanor inclina la tête. Vraiment? Je hochai la tête. Ce n'est pas un langage juridique, pas des faits ni des chiffres, juste ma vérité. Et c'était vrai. Cette nuit-là, après l'appel, j'étais resté éveillé jusqu'à l'aube à taper, déversant chaque blessure en phrase, chaque souvenir en page, pas pour quelqu'un d'autre mais pour moi. Pendant 5 ans, j'avais vécu avec un fantôme. Maintenant le fantôme avait un nom, un compte en banque et une épouse. Mais moi, j'avais encore la vérité. 2 jours plus tard, je l'ai vue. Lauren Mitchell. Cela s'est passé dans la petite épicerie de Main Street, le genre d'endroit où tout le monde connaît ton nom et où le caissier demande encore des nouvelles de ta mère. J'étais venu acheter du café et du lait d'amande. Elle était déjà dans la file, ses longs cheveux auburn glissés dans un manteau vert en laine, un tote bag au bras. Elle tourna la tête quand j'entrai, et pendant une seconde, nos yeux se croisèrent. Je ne m'attendais pas à être reconnu, mais c'était là, une lueur fugitive de culpabilité. Elle détourna les yeux la première. J'aurais dû en rester là. Prendre une autre file, un autre magasin, un autre jour. Mais non. Lorsqu'elle sortit avec son sac, je la suivis. Lauren, dis-je doucement. Elle se figea, se retourna lentement. Oui. Elle ne fit pas semblant de ne pas me connaître. Cela me dit tout. Je suis Sarah Whitmore, dis-je. Elle hocha brièvement la tête. Je sais. Le silence entre nous était si dense que la circulation derrière nous sonnait comme des vagues qui se brisent. La respiration de Lauren se transformait en buée dans l'air froid et ses doigts serraient son sac comme s'il pouvait l'ancrer à quelque chose de réel. Je ne savais pas, au début, dit-elle à voix basse. Qui tu étais, ce qu'il avait fait. Mais maintenant tu sais. Elle acquiesça. Depuis quand? Demandai-je. Nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans, à Washington. Je venais d'être muté aux archives fédérales. Il s'est présenté sous le nom de David Holloway. Je clignai des yeux. Il avait changé son prénom. Elle eut un rire amer. Il disait, Daniel sonnait trop dramatique, trop lié à une vie qu'il avait laissée derrière lui. Il ne t'a jamais dit qu'il était marié? Non. Il m'a dit que sa femme était morte dans un incendie. Qu'il avait tout perdu. C'est comme ça qu'il justifiait ses cauchemars, sa paranoïa. Je croyais qu'il était un ancien militaire. Mon estomac se noua. Alors tu l'as épousé.
Il y a 2 ans. Un mariage civil. Pas d'invité, juste nous et un témoin du DMV. Je voulais lui demander pour leur maison, pour la vie qu'il avait bâtie sur des mensonges, mais rien de tout cela ne comptait. Plus maintenant. Ce n'est pas l'homme que tu crois, dis-je. Lorraine me regarda, et ses yeux s'adoucirent. Je sais. Et là, j'ai compris autre chose, elle n'était pas la coupable. Juste une autre victime. Une veuve d'un autre genre. Je suis désolé, murmura-t-elle. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir vue plus tôt. Nous restâmes sur le trottoir comme suspendus hors du temps, alors que seules quelques secondes passaient. Une rafale de vent glacial nous traversa. Puis elle sortit une petite enveloppe de sa poche. Il a laissé ça dans son tiroir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pensé que tu devrais l'avoir. Je pris l'enveloppe sans l'ouvrir. Tu vas retourner vers lui? Demandai-je. Lorraine détourna les yeux. Je ne sais pas encore, dit-elle avant de s'éloigner. Je restai là, l'enveloppe en main, le cœur battant dans cet étrange rythme entre la colère et la pitié. Je croyais que confronter l'autre femme m'apporterait une forme de clôture, peut-être même une satisfaction. À la place, ça m'apporta autre chose, la clarté. Daniel n'était pas seulement un menteur. C'était un maître de la réinvention, réécrivant sans cesse sa vie pour s'adapter aux besoins de quelqu'un d'autre. Et nous n'étions que des chapitres qu'il avait tenté d'effacer. Mais je ne le laisserai pas finir l'histoire. Pas cette fois. J'attendis d'être chez moi pour ouvrir l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était ancien, jauni, froissé sur les bords. L'encre un peu pâlie. Ce n'était pas une lettre. C'était une copie d'un certificat de décès. Le sien. Daniel Everett Whitmore. Décédé. 17 mai 2019. Cause du décès, crash aérien. Route Atlantique Nord. Déposé à Washington. Signé par un enquêteur fédéral et notarié. Officiel. Mes mains tremblaient. Il avait forgé sa propre mort. Je relus le document encore et encore, comme si un message caché devait s'y révéler, mais les faits demeuraient. Daniel avait manipulé le système, simulé une tragédie, disparu comme un fantôme pour renaître sous un nouveau nom, une nouvelle vie. Pourquoi? Quelle raison pourrait pousser quelqu'un à s'effacer ainsi? Puis je me rappelai ce que Lorraine m'avait dit, qu'il lui avait raconté que sa femme était morte dans un incendie. Il ne s'était pas seulement effacé. Il m'avait réécrite, moi aussi. Effacé de son histoire. Ma première réaction fut la rage. Celle qui t'étouffe, qui brûle derrière les yeux. Mais en se calmant, elle laissa place à quelque chose de plus net, de plus froid. J'avais besoin de réponses. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 5 ans, c'est que les réponses se cachent dans les détails. J'appelai Eleanor Pratt, l'avocate qui avait géré mon dossier d'indemnisation après sa mort. Elle était à la retraite, vivant près de Bar Harbor, mais décrocha au 2e appel. Sarah, dit-elle chaleureusement, ça fait longtemps. J'ai besoin de votre aide, dis-je, et je lui racontai tout, la voix dans mon rêve, le visage à l'aéroport, puis le document que je tenais maintenant entre les mains. Un long silence suivit. Tu es en train de me dire que Daniel est vivant? Oui. Et remarié. Sous le nom de David Holloway. Nouveau silence. Alors nous avons peut-être un problème juridique. Un gros. Je me fiche des indemnités, dis-je. Je me fiche même du mariage. Je veux juste savoir comment il a fait. Et qui l'a aidé. Eleanor resta silencieuse un moment. Viens à Boston demain. Apporte le document. Je vais passer quelques appels. Le lendemain matin, je roulai à travers le brouillard côtier jusqu'à son bureau, un vieux brownstone près de Beacon Hill. Eleanor n'avait pas beaucoup changé, cheveux gris tirés en chignon, veste en tweed, regard d'acier derrière ses lunettes. Elle jeta un coup d'œil au certificat de décès et secoua la tête. C'est un faux de haut niveau. Pas l'œuvre de quelqu'un avec une imprimante bricolée. Il a eu de l'aide. Elle passa son doigt sur le sceau notarial. Et si ce document a été réellement déposé, je veux dire officiellement, il a franchi au moins 3 niveaux de vérification fédérale. Ce qui signifie qu'il n'a pas simplement disparu. Sarah, il a été protégé. Ma bouche devint sèche. Protégé. Par qui? Ce mot ouvrit une porte que je n'étais pas prête à franchir.
Peut être que Daniel n'était pas seulement un lâche. Peut être fuyait-il quelque chose, ou quelqu'un. Et peut être que je me trouvais maintenant dans la ligne de mire de ce qu'il avait laissé derrière lui. Eleanor se renversa dans son fauteuil, tapotant son stylo. Il y a autre chose, dit-elle. Sa police d'assurance vie a été versée, mais pas à toi. Je clignai. Comment ça? Le versement a été fait à une fiducie, dissoute il y a 6 mois. Le compte était lié à une banque privée à Zurich. Mon estomac se noie. Tu penses qu'il a utilisé cet argent pour recommencer sa vie? Eleanor hocha la tête, sombre. Je pense qu'il a financé sa résurrection. Je ne suis pas allé faire une scène chez eux. J'ai attendu. Eleanor m'a aidé à rédiger une lettre. Pas une menace légale, juste la vérité présentée clairement. Je l'ai envoyée en recommandé, accusé de réception. À David Holloway et Lauren Mitchell. Puis j'ai attendu encore. 5 jours. 5 longs jours sans sommeil, à remettre en question tout ce que j'avais cru à propos de l'homme que j'avais aimé. Puis une fin d'après-midi, un SUV noir entra dans mon allée. Il en descendit lentement, seul. Pas de Lauren, pas de garde du corps, juste Daniel ou David mais pour moi, simplement l'homme qui m'avait laissé brûler dans les décombres d'une vie qu'il avait incendiée. Il avait l'air plus vieux, grisonnant aux tempes, les yeux marqués, mais sa posture n'avait pas changé, contrôlée, mesurée, calculée. Sarah, dit-il. Je ne répondis pas. Il s'assit en face de moi sur le porche. Un moment passa où il fixa seulement ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Puis il parla. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je ris. Un rire froid, dur, creux. Tu as simulé ta propre mort, Daniel. Tu m'as laissé te pleurer. Tu m'as laissé enterrer une boîte vide. Il détourna les yeux. Je n'avais pas le choix, dit-il. Il y a toujours un choix. Il fit une pause, puis à peine audible, il y avait une menace. On m'avait dit que, pour te protéger, la seule solution était de disparaître, à cause de quelque chose lié à mes anciennes missions. Je clignai des yeux. Par qui exactement? Il ne répondit pas. La confiance faisait partie du mensonge aussi? La banque à Zurich? La nouvelle identité? Le mariage avec Lauren? Ma voix monta. Il finit par lever les yeux. Ça n'aurait jamais dû arriver. Je n'étais pas censé aimer à nouveau. Alors tu n'aurais pas dû me réécrire comme si j'étais un chapitre que tu pouvais effacer. Il ne nia pas. Ne s'excusa pas. Il resta simplement assis, à respirer lourdement. J'ai essayé de prendre de tes nouvelles, dit-il, de loin. Je ricanai. Tu veux dire les fleurs, l'enveloppe? Tu m'as regardé sombrer dans le deuil et la précarité et tu as cru que Délice allait arranger ça. Silence. Je n'ai pas besoin de tes excuses, dis-je. J'ai besoin de ta signature. Il tressaillit. Je suis en train de déposer une requête pour annuler ton certificat de décès. Pour rétablir mon identité légale, pour exposer tout ce que tu as enterré sous tes mensonges. Je me fiche que tu t'enfuis encore. Je veux seulement que la vérité soit consignée. Et si je refuse? Je me levai. Alors j'irai rendre tout cela public. J'enverrai les documents à la presse, à la FAA, au département de la justice. Tu deviendras un fantôme traqué par tous ceux que tu as essayé d'éviter. Il ferma les yeux. Tu ne ferais pas ça. C'est déjà fait. Je lui tendis un dossier. À l'intérieur, des copies du certificat, les conclusions d'Eleanor et une lettre notariée exposant mes intentions. Il la lut en silence. Puis, dans un souffle résigné, il sortit un stylo de sa poche. Je vais signer. Mais Sarah. Je me figeai. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. Je ne sciais pas. Ne me radoucis pas. J'avais déjà versé assez de larmes pour remplir la baie sous ma fenêtre. Tu ne m'aimais pas, dis-je. Tu aimais la version de moi qui ne t'empêchait de rien. Lorsqu'il se leva et retourna vers le SUV, je ne ressentis ni satisfaction ni victoire, seulement une forme de clôture. Et parfois, c'est la fin la plus courageuse. Le certificat de décès annulé arriva un jeudi après-midi. Je le tins dans mes mains comme un artefact ancien remonté d'une épave. Il sentait l'encre et la bureaucratie, mais pour moi c'était le document le plus sacré que j'avais reçu depuis des années. Non pas pour ce qu'il effaçait, mais pour ce qu'il me permettait de faire ensuite.
Je repris légalement, officiellement, fièrement mon nom. Sarah Whitmore. Je récupérais chaque syllabe comme un souffle que j'avais retenu trop longtemps. Le compte bancaire gelé à cause de mon statut de fausse veuve fut enfin débloqué. Il n'y restait pas grand-chose, mais assez. Assez pour partir, reconstruire, choisir. Je ne restais pas à Gloucester. Trop de fantômes dans cette ville. Certains à moi, d'autres empruntés. À la place, je remplis 2 sacs de voyage, vendis les derniers meubles et descendis la côte en voiture. Je n'avais ni plan ni carte, juste une direction. C'est près de la baie de Narragansett que je m'arrêtai un matin brumeux pour regarder les vagues éclater contre les rochers. Il y avait un petit cottage à louer, juste au bord de la plage, volets blancs, planchers irréguliers, et un porche qui grinçait comme s'il murmurait des histoires la nuit. Je signai le bail le jour même, et là commença ma seconde vie. Je plantai de la lavande sur le rebord de la fenêtre, adoptai un chat aux oreilles tordues et au sale caractère. Je me remis à peindre, pas très bien, mais avec intention. Je rejoignis un groupe d'écriture à la bibliothèque locale où personne ne connaissait mon histoire et n'avait besoin de la connaître. Ils ne voyaient que les mots que j'écrivais. Je ne leur dis pas que j'avais été marié à un homme qui était mort puis revenu en étranger. Je ne leur dis pas non plus que je rêvais encore en souvenirs codés et que je me réveillais en larmes dans un lit vide. Je leur dis simplement que j'aimais la mer, le silence, et que j'apprenais à faire du levain même si je tuais le ferment à chaque fois. Et un jour, cela suffit. Parfois, on me demande, si tu pouvais revenir en arrière, changerais-tu quelque chose? Je pensais que oui, autrefois, que j'empêcherais le mariage, que je verrais les signes, que je ne tomberais jamais amoureuse d'un homme capable de disparaître si complètement. Mais maintenant, je connais la vérité. Chaque fragment brisé de cette histoire m'a mené ici, dans cette petite maison dont les vitres retiennent des morceaux de verre marin et où l'air sent la liberté. À une vie qui ne repose plus sur les mensonges de quelqu'un d'autre, mais sur ma propre force. Je n'attends plus le courrier. Je n'ai plus peur d'un coup frappé à la porte. Et si je le revois un jour, dans une rue, un magasin, ou dans le souvenir de quelqu'un, je lui adresserai un signe poli avant de continuer ma route, car je ne suis plus la femme qui avait besoin de réponses. Je suis celle qui a créé les siennes.